Donc, très rapidement, pour replanter le débat, quelques mots de physiologie qui peuvent peut-être éclairer les questions d'incidence sur la genèse de l'œdème laryngé, qui est en fait une triple problématique. D'abord, une problématique de friction liée au mouvement de la sonde dans le larynx qui vont faire le lit d'une certaine inflammation, et ensuite une double problématique de pression. Une pression qui est exercée par le ballonnet, même si maintenant c'est le standard of care que de diminuer la pression dans ces ballonnets, et c'est relativement bien approprié par les équipes paramédicales, mais aussi une pression liée aux courbures de sonde et contre lequel on ne peut pas faire grand-chose. Donc, toujours, même en 2015, une problématique physiopathologique qui peut encore justifier et générer de l'œdème laryngé. Très rapidement, quelques mots d'Anapat, une évolution en 3 phases. D'abord un œdème très précoce, et puis assez rapidement, même s'il y a des grosses variations selon les études, et il n'y a plus beaucoup d'études qui sont menées sur ce segment, des ulcérations qui peuvent apparaître plus ou moins importantes en fonction de l'état de la muqueuse et de l'utilisation éventuelle de vasopresseurs, et puis, dans les formes les plus graves, une atteinte cartilagineuse. Alors, si on se focalise sur la problématique d'aujourd'hui, qui est l'œdème laryngé, en général, elle apparaît immédiatement après l'extubation, en sachant qu'il y a quelques études où on rapporte plusieurs heures, voire plusieurs jours. Donc, ça pose la question de l'imputabilité et de la réalité de l'œdème par rapport à un œdème qui survient très précocement par un phénomène d'ischémie-reperfusion et d'inflammation. La fréquence est très variable selon les études, et c'est là toute la problématique de la spécificité de la définition, puisque dans l'immense majorité des cas, ça reste une définition clinique, même si certains ont fait des laryngoscopies ou des fibroscopies pour avoir une lecture et une mesure diagnostique plus fiable, 2 à 22%. Néanmoins, cette complication fait le lit d'un risque vital lié à la détresse respiratoire, mais aussi à son évolution la plus grave, qui est la nécessité d'une réintubation qui peut elle-même s'accompagner de sa propre mortalité. Donc, classiquement, on va distinguer dans l'œdème laryngé 2 stades. Le stade mineur, le stridor, la dyspnée, le tirage, les anomalies phonatoires, et puis le stade majeur sur lequel tout le monde s'accorde, qui fait probablement le plus sens au plan clinique, qui est la nécessité de réintuber les patients. Alors, la question qui a été posée aujourd'hui, qui m'est posée, elle a ceci d'intéressant qu'il n'y a pas beaucoup de choses dans la littérature, donc on peut faire quasi une lecture exhaustive de celle-ci et regarder en détail ce que dit la littérature. Doit-on faire ou non des corticoïdes pour prévenir l'œdème laryngé post-extubation? Alors, il y a des vieux papiers qui avaient montré des études animales encourageantes qui datent d'il y a maintenant une quarantaine d'années, avec donc cette double problématique inflammation, ischémie, reperfusion, et puis le rationnel d'utiliser le puissant effet anti-inflammatoire des corticoïdes pour justifier cette utilisation. Alors, les premières études remontent maintenant il y a une grosse trentaine d'années. Vous avez probablement toutes vues ou lues à un moment donné, et je vous propose qu'on les repasse très rapidement en revue. Une première étude qui était parue dans la presse médicale en 87, presque 300 patients qui étaient ventilés pendant plus de 4 jours. L'intervention thérapeutique était de la méthylprénisolone à environ, on va dire 1 mg kg, mais 80 mg qui était une dose fixe, réalisée 30 minutes avant l'extubation. Il y avait une laryngoscopie si le patient était dyspnéique, et il y a la dyspnée qui était le critère de jugement principal et non significative entre les deux groupes, avec un taux de dyspnée qui est, pour l'époque, pas très élevé. D'ailleurs, on peut en être un petit peu surpris, on est vraiment très faible. Ensuite, plusieurs études pédiatriques. Très rapidement, là, en se focalisant sur une population un petit peu différente de 60 enfants qui étaient ventilés depuis plus de 48 heures. L'intervention thérapeutique, c'est de la dexaméthasone à la dose de 0,25 mg kg. Là encore, réalisée juste avant l'extubation, 30 minutes avant l'extubation, et un diagnostic clinique. Et comme vous le voyez, un taux d'œdème, qui était un diagnostic clinique notoirement plus élevé que dans la précédente étude,
mais non significative, sans aucune différence entre les groupes et aucune réintubation ni dans le groupe placebo ni dans le groupe dexaméthasone. Donc, deuxième étude négative. Troisième étude, toujours pédiatrique. Une intervention thérapeutique, on va dire, similaire à la précédente, même si la dose est un peu plus forte. Par contre, ce qui change notoirement dans cette étude, et ce qui va être un peu l'évolution, ce qui va driver la suite des essais cliniques, c'est que l'intervention est faite plus précocement, entre 6 et 12 heures avant l'extubation. Certes, c'est une étude qui est de nouveau négative, mais il y a un petit quelque chose qui se passe, c'est-à-dire que c'est quand même, il y a un petit plus par rapport aux des études précédentes. Ensuite, la grosse étude de Darmon qui a été publiée dans Anesthésiologie, 700 patients adultes consécutifs. Il y avait une stratification sur la durée de ventilation inférieure ou supérieure à 36 heures. On revient à un design précoce, c'est-à-dire dexaméthasone, 8 mg 1 heure avant l'extubation, et de nouveau un diagnostic clinique. À chaque fois, le rationnel pour le diagnostic clinique est que réaliser des fibroscopies ou des laryngoscopies juste en post-extubation, relativement difficile à mettre en pratique et d'un point de vue éthique tout à fait contestable. Et de nouveau, aucune significativité entre les deux groupes. Donc c'est une étude qui avait un petit peu mis à mal le concept de la corticothérapie en préventif. Et puis ensuite, une dernière étude négative de Haut qui a été publiée 4 ans plus tard dans Intensive Care. Alors, une nouvelle molécule qui n'avait pas encore été testée jusqu'à présent, l'hydrocortisone. Ça ne faisait pas beaucoup forcément sens puisque l'hydrocortisone a un pouvoir anti-inflammatoire encore, à mon avis, inférieur au précédent, que ce soit la Dexa ou la méthylprednisolone. Et de nouveau, on revenait sur une injection très précoce, c'est-à-dire 1 heure avant l'extubation. Et de nouveau, alors que dans cette étude, on peut considérer que l'incidence de la dyspnée et du stridor est relativement importante par comparaison aux précédentes, il n'y a aucune différence significative entre les deux groupes, si ce n'est sur un sous-groupe où on retrouve le facteur de risque sexe avec des patientes, les patientes semblant avoir un bénéfice à l'administration des corticoïdes. Et puis, la même année, enfin une étude positive, étude pédiatrique, où on retrouve, avec un design à la dexaméthasone, mais une injection beaucoup plus précoce, 6 à 12 heures avant l'extubation, on retrouve une significativité avec une baisse de l'œdème laryngé, une baisse de la réintubation, surtout vrai dans les premières heures suivant l'extubation. Donc un premier signal assez positif qui va relancer l'intérêt de la corticothérapie pour prévenir les œdèmes laryngés. L'étude française que j'ai eu la chance de piloter avec le groupe Arco à l'époque, qui avait grosso modo une dimension et un design similaire à l'étude de Darmon, même s'il n'y avait pas de stratification sur la durée de ventilation. On prenait des patients qui étaient intubés par contre plus de 48 heures, donc de vrais patients de réanimation. Et là, on avait fait des injections multiples, 20 mg x 4 de méthylprednisolone, en débutant 12 heures avant l'extubation, avec comme rationnel que plus on faisait les anti-inflammatoires, les corticoïdes tôt, et plus on allait bénéficier de l'effet anti-inflammatoire. Je vous laisse juger de l'efficacité qu'on va retrouver à la fois sur l'œdème, mais aussi sur la réintubation. Alors, certains, on le reverra tout à l'heure dans les méta-analyses ou dans certains papiers, on dit que les taux étaient un petit peu hauts de stridor et peut-être qu'il y avait peut-être une surestimation, certes, mais on retrouve un bénéfice sur le taux de réintubation, donc légitimement l'utilisation de la méthylprednisolone avant l'extubation. Et puis ensuite, on était sur une dynamique positive, ou en tout cas la communauté scientifique était dans une dynamique positive. La même année, un papier qui a été publié dans Critical Care Med, qui retrouve en fait le design un petit peu différent. Il y avait trois bras, un bras placebo, un bras injection unique de 40 mg et un bras 4 injections qui était débuté cette fois-ci 24 heures avant l'extubation. Et on retrouve une différence qui est significative en termes de réduction de l'œdème laryngé
et le diagnostic étant encore cette fois-ci clinique. La petite différence, et ça introduit une notion un petit peu nouvelle qui apparaît à partir de ces papiers, c'est l'utilisation du test de fuite, du Keflik test, pour sensibiliser les patients les plus à risque. Puis ensuite, un papier qui a un petit peu enfoncé le clou, un design un petit peu différent, mais on retrouve la même philosophie, c'est-à-dire on prend des patients plus à risque en incluant les patients sur les données du Keflik test, dexaméthasone au lieu de la méthylprédnisolone, mais là encore avec une injection très précoce, puisque réalisée 24 heures après l'extubation, et on retrouve un bénéfice sur la survenue de l'œdème, bénéfice qui ne se maintient pas sur le taux de réintubation, mais une population d'études de 86 patients qui est probablement pas suffisante pour avoir un signal sur la réintubation. Alors, on peut se dire, la littérature tranche le débat, plusieurs études négatives, et depuis 2007, que des études positives, donc les choses largement démontrées. Alors peut-être que la question n'a plus sens parce que les œdèmes laryngés ne sont plus un problème en 2015. Alors, il y a beaucoup moins d'études, donc difficile de se forger une idée. Alors, peut-être une baisse de l'incidence, un papier qui a été publié il y a 2 ans par une équipe française, où, en fait, je ne reprends pas le design de l'étude, c'était sur l'intérêt du Keflik test, mais ce qui m'intéresse plus, c'est de regarder le nombre d'œdèmes laryngés, et on a une incidence de moins de 10%, puisqu'il y a, sur la population d'études, il y avait 104 patients, il y a 7 patients qui ont fait un œdème laryngé, et 97 qui n'en ont pas fait, donc une incidence plutôt faible. Donc peut-être, on pourrait se dire, une baisse d'incidence. Néanmoins, il y a un autre papier fait par une autre équipe française, qui a fait des endoscopies systématiques aux patients après extubation pour cette fois-ci regarder s'il y avait un œdème, et on s'aperçoit qu'on a des lésions laryngées de manière beaucoup plus importante, puisque sur 136 patients, 140 patients arrondissant, il y en a 36 qui n'avaient strictement aucune lésion laryngée et 100 qui avaient des dégâts laryngés, donc comme quoi la iatrogénie laryngée ou la morbidité laryngée est quelque chose qui, à mon sens, persiste toujours en 2015. Alors, un petit peu comme ce que nous a présenté Christian Brun-Buisson et inspiré de Michel Wolf, on a fait une petite enquête pour pouvoir répondre à la question une fois qu'on a été invité. Donc, pendant l'été, on a envoyé des questionnaires à nos collègues, et je les remercie d'avoir bien voulu prendre le temps de répondre à la question. Ça les limite d'une enquête, hein, donc, mais c'est toujours intéressant pour alimenter la discussion. 173 questionnaires, 90 réponses. Les gens, la majorité des centres s'accordent sur le fait que l'incidence reste faible, mais néanmoins, si on regarde le nombre de patients, on a quand même une proportion ou une incidence d'œdème laryngé qui peut aller jusqu'à 10%. Les gens s'accordent pour dire que c'est donc une problématique qui persiste. Et dans tous les cas, quand il survient, tout le monde s'accorde pour considérer l'œdème laryngé comme une complication majeure. Alors, quand on focalise un peu plus sur la corticothérapie ou l'utilisation de la corticothérapie, il y a 2 choses. Une chose qui est plutôt, je dirais, positive, c'est que tout le monde a éliminé ou quasiment la dose unique juste avant l'extubation. Donc ça, on s'accorde là-dessus. Et quand on l'utilise, c'est plutôt fait très en amont de l'extubation. Néanmoins, on voit que quand on poule jamais plus parfois, on est à 90%, plus de 90%. Donc il y a moins de 10% des services qui utilisent de manière systématique la corticothérapie, alors que la littérature a répondu à la question. Et alors quand on demande aux gens pourquoi vous ne l'utilisez pas, on dit la littérature scientifique n'est pas assez démonstrative. Dans 90% des cas, il n'y a pas de pertinence clinique. C'est un peu redondant la question. Et puis la balance bénéfice-risque est défavorable. Donc ce qui interpelle un petit peu comme motif de non-prescription. Bon, puis après, on avait posé quelques questions sur les facteurs de risque qui étaient un petit peu moins dans le focus de la question d'aujourd'hui. Alors, on se dit, pas de preuve scientifique, une balance bénéfice-risque qui n'est pas favorable, et pourtant, un petit peu comme nous a présenté tout à l'heure Laurent Brochard et Christian Buisson, deux méta-analyses. Il y a une méta-analyse qui est sortie dans le BMJ en 2008,
Alors, en haut, sur le schéma du haut, c'est l'incidence de l'œdème laryngé. Une seule étude qui est plutôt favorable au placebo, qui est l'étude de Gossort, qui était la première, et ensuite toutes les études avec un résultat final qui est plutôt en faveur des corticoïdes. Et on retrouve ce bénéfice pour ce qui concerne le besoin de réintubation des patients, donc à la fois un bénéfice sur la survenue de l'œdème et sur la réintubation, et selon une méthodologie un petit peu différente, parce qu'ils ont regardé les populations de manière un peu plus propre, en séparant les études pédiatriques d'un côté, les études adultes de l'autre, en séparant sur monodose versus multiple dose, une conclusion de la Cochrane qui a été publiée il y a 5 ans, qui était en faveur, de nouveau, de manière assez sensible, en faveur de l'utilisation des corticoïdes. Alors on se dit, la littérature, elle a tranché le débat. Donc après, on peut se dire, est-ce que cette fameuse question de la balance bénéfice-risque, alors on peut se dire, est-ce que les corticoïdes, en cure courte, ça a une certaine iatrogénie? Quand on regarde un petit peu, d'abord, il y a très peu de papiers qui ont été faits spécifiquement là-dessus, mais à faible dose, on retrouve un petit peu d'hyperglycémie, glycosurie, quelques poussées hypertensives et agitation. Et puis quand on regarde les essais thérapeutiques, ceux qui ont été publiés, le nôtre, mais aussi les autres, pour un total d'environ 1000 patients, même si on peut largement critiquer ces études académiques où le safety est moins regardé que dans des essais industriels. 3 effets secondaires, aucun rapporté, donc 3 sur 1000, et aucun n'a été déclaré imputable aux corticoïdes. Donc du côté de la balance bénéfice-risque, en tout cas rien dans la littérature qui permette de trancher les choses. Alors, à la fin, on se dit pourquoi? Alors j'ai listé un certain nombre de questions que je livre à vos commentaires. Peut-être, à mon avis, la raison principale est la programmation des extubations et l'organisation du soin, parce que ça veut dire qu'on programme, il faut faire les cuff-link tests avant, il faut éventuellement faire les épreuves de sevrage et programmer l'extubation. Donc peut-être c'est là la limite. Est-ce que la littérature, dans les essais, n'a pas surestimé la problématique, mais en pratique c'est encore moindre que ce qui est rapporté dans la littérature? Peut-être qu'il y a un tout petit nombre de patients et que les gens font du cuff-link test systématique et donc ils le font très ponctuellement. Le réanimateur n'aime pas les corticoïdes, ça se saurait, parce qu'on en a quand même utilisé des palettes et dans des indications largement pas démontrées. Et puis, est-ce que le réanimateur n'aime pas trop les pratiques protocolées? Sait-on jamais? On en a parlé tout à l'heure au moment de l'intervention de Laurent Brochard. Voilà. En tout cas, moi, ma conclusion, et je ferai mienne le commentaire de l'éditeur qui avait fait un éditorial dans le Lancet quand on avait fait notre publication, lui recommandait l'utilisation systématique pour tous les patients qui sont éligibles. Je vous remercie.